voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un nouveau voyage extraordinaire dans les sciences que nous vous invitons. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons y sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements, pour nous dévoiler leur motivation, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer. Et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de leur transmettre leur passion afin de susciter chez eux le désir de s'engager sur ces voies. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Ludovic Paquin, le premier chimiste que nous avons dans l'émission et qui va nous parler de son parcours, de sa formation, de ses activités autres que la recherche. C'est donc une émission Radio Laser, diffusée par Radio Laser évidemment, en collaboration avec le site culturel breton Unidiver. Alors, ce matin est un peu particulier puisque mon complice habituel Félix Boulet n'est pas avec nous et que j'ai été rejoint par un autre complice qui s'appelle Monsieur Bernard Sayag, que la Radio Laser connaît évidemment très bien. Nous allons pouvoir débuter donc cette chimie. Alors, Monsieur Ludovic Paquin qui est avec nous, qui est chercheur à l'Institut de chimie de Rennes. Quel est votre chemin ? Comment êtes-vous arrivé à être chimiste ? Un chemin compliqué, un chemin simple ? Bonjour, alors merci de me recevoir. Un chemin peut-être pas compliqué, mais peut-être un chemin un peu atypique. Au départ, sorti du lycée, se pose toujours la grande question, donc, qui est d'ailleurs, je pense, encore aujourd'hui d'actualité pour les adolescents qui sont dès la troisième aujourd'hui confrontés à ce choix de savoir ce qu'on va faire plus tard, alors que à cette époque-là, pour moi, j'ai pas trop d'idées. J'ai une grosse envie d'aller faire de la cuisine, en fait. Moi, je suis parti d'une génération où les parents, à l'époque, laissaient pas spécialement le choix aux enfants en disant « Bah oui, mais bon, t'as de bons résultats scolaires, c'est peut-être dommage, la cuisine, et peut-être faudrait que t'avances un peu dans les études, et puis tu verras un peu plus tard. » En plus, j'ai des parents qui avaient fait de la restauration et qui se disaient « C'est un métier un peu difficile, avec des horaires un peu atypiques. » Donc bon, allons faire des études. Alors moi, à l'époque, je suis très très intéressé par les mathématiques, et je me lance dans des mathématiques, convaincu que c'est vers là qu'il faut aller. Et je me rends assez rapidement compte que finalement les mathématiques c'est pas trop ce que je veux faire. Dès que j'arrive à l'université, à l'époque je suis du côté Aix-Marseille, donc je suis à l'université d'Aix-Marseille, qui n'était pas encore une université fusionnée, qui était donc l'université d'Aix. Et rapidement je me rends compte que c'est peut-être pas vers là que je veux me diriger. Et je commence à m'intéresser aux autres matières scientifiques qu'il y a autour, et je commence à me dire peut-être que finalement la physique pourrait plus me correspondre. Et je glisse lentement, tranquillement, dès la fin du premier semestre de l'université, des mathématiques vers la physique. Et puis, je vais finir mon année sur de la physique, mais je suis pas encore très convaincu. Et je rencontre un enseignant qui, à l'époque, travaille sur des yaourts. Et il me raconte une histoire de chimie avec des yaourts que je trouve incroyable. Et je me dis, oh, mais ça a l'air super et extrêmement intéressant ce qu'il y a là-dedans. Et je me dis, finalement, peut-être que la chimie, ce serait une bonne piste. Et je négocie avec mes enseignants, avec des passerelles. Enfin, j'essaie de faire plier un peu tout le monde dans le sens de j'aimerais bien, moi, aller faire de la chimie. Comment est-ce que je peux faire alors que je suis pas du tout parti vers ça. Puis ça se passe assez bien. La transition est assez simple, finalement. Et me voilà parti vers de la chimie. Avec un parcours au départ qui est quand même pas trop chimie sur au moins la première année, voire première année et demie. Et puis après, j'ai suivi un cursus qui commence à devenir un peu plus classique, version purement universitaire de chimie, en m'orientant assez rapidement vers plutôt ce qu'était chimie organique, c'est-à-dire la chimie du carbone. La chimie qui est en opposition indirectement à la chimie dite minérale, qui est la chimie des métaux de transition, enfin toute une chimie qui serait pas la chimie du carbone. Et assez rapidement, je m'oriente sur des molécules plutôt en lien avec le vivant. Et je fais une licence, une maîtrise. Et je viens faire ma maîtrise à l'université de Rennes. Alors, comment et pourquoi ce changement du sud à l'ouest C'est pas spécialement un changement dû à la météo, soyons clairs. Non, c'est un changement plus dû au profil. Le programme des études, le profil de l'université d'Aix-Marseille, le profil de ce qu'on me propose sur
sur l'université de Rennes, et puis la volonté d'aller voir aussi un peu ce qui se passe ailleurs. C'est toujours possible de faire ce genre de choses aujourd'hui ? Oui. Sur l'université, c'est très très facile à faire puisque les étudiants valident ce qu'on appelle des crédits ECTS, des crédits d'enseignement. Et avec ces crédits-là, ils peuvent les faire valider sur n'importe quelle université. Y compris en Europe, peut-être ? Y compris en Europe. Sur le réseau européen, ça fonctionne. Sauf l'Angleterre, maintenant, peut-être. C'est une bonne question. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant pour un étudiant, y compris à travers Erasmus, de partir sur l'Angleterre, puisque alors il reste encore des partenariats interuniversitaires forts, hein, mais c'est quand même un peu plus compliqué qu'avant. Mais on arrive toujours à faire partir nos étudiants en Angleterre. Mais c'est vrai que ça n'a pas facilité les choses. Alors vous êtes arrivé à Rennes et vous n'avez plus bougé ? Et j'ai officiellement plus bougé. Et officieusement, c'est un peu différent, puisque j'arrive à Rennes et je fais mes années de Master 1, Master 2. Alors à l'époque, ça s'appelait des DEA, mais c'est la même chose. Et je m'oriente très très fortement sur de la synthèse organique et plus particulièrement de la synthèse de médicaments en lien avec des micro-ondes. L'idée, c'est d'utiliser des fours micro-ondes pour faire des synthèses. Alors les mêmes que vous avez chez vous dans votre cuisine, hein. Ceux du labo sont un petit peu différents, mais ça marcherait pareil. Et à la suite de ce Master 1, Master 2, j'ai une proposition d'une thèse, à l'époque, financée par un contrat européen, ce qui était un peu rare à l'époque, hein, on est dans les années 2000. Il n'y a pas beaucoup encore de contrats européens qui sont signés sur des projets de recherche assez solides. Et là, on propose cette thèse-là avec un partenariat de 7 universités en Europe. Et on me dit, est-ce que ça te tente de faire ça ? Et puis on me dit, ça m'intéresse parce que ça nous intéresse de ta candidature, parce que tu as fait un peu de maths, un peu de physique, tu as encore des liens avec les maths et la physique. Et comme là, on voudrait étudier les interactions des micro-ondes sur la matière, d'avoir un arrière-plan physique, ça pourrait être utile. Alors moi-même, au fond, je me dis, un arrière-plan de physique, j'en ai fait un demi-semestre. Après, j'avais continué sur mon cursus, mais bon. Et puis, du coup, ma thèse, elle se déroule sur 7 universités européennes. Donc, j'ai beaucoup voyagé pendant ma thèse. Alors, je suis localisé à Rennes, mais je travaille beaucoup à l'époque à l'université de Liverpool. Je vais travailler un peu à Frascati en Italie, un petit peu en Allemagne, aux Pays-Bas à Twente, et je passe plus de la moitié de ma thèse en fait sur sur l'étranger. Vous abordiez un pendant différent dans chaque pays en quelque sorte. L'objectif effectivement était d'aller regarder des interactions en fonction des fréquences micro-ondes sur lesquelles on travaillait. Ouais. Donc on allait regarder dans chaque pays en fait ils travaillaient sur des fréquences différentes. Et moi j'allais dans les labos avec notre savoir-faire de synthèse organique pour regarder comment ça allait se comporter si on changeait la fréquence. Est-ce que ça allait changer quelque chose ? C'est un travail expérimental d'abord ? Ouais, c'est très très expérimental, surtout. Alors, il y a tout un arrière-plan très fondamental basé sur de la théorie assez solide, avec une théorie de physique des micro-ondes et une théorie de synthèse organique bien solide, bien établie. Et puis après, c'est de l'expérimentation pour essayer de voir comment ça se corrèle avec la théorie. Et ça, c'est 4 ans de bonheur, carrière. De bonheur aussi, quelque part, non ? C'est 4 ans exceptionnels, ouais. C'est 4 ans de rencontres, c'est 4 ans... c'est riche au niveau humain aussi. Puis c'est 4 ans, en plus c'était 4 ans un peu de liberté, puisque je travaille à l'extérieur. Les labos où je vais, mon directeur de recherche, il est à Rennes, et ma directrice de recherche aussi, d'ailleurs, parce que j'ai la chance d'avoir un directeur et une directrice de thèse. Ils sont basés à Rennes, et quand je pars à l'étranger, on me laisse me débrouiller, on me laisse de l'autonomie, on me laisse apprendre les choses. C'est très, très formateur, quoi. Et alors, donc la thèse obtenue avec un jury international, forcément, puisque là, compte tenu du contexte, je suppose qu'il devait y avoir des professeurs dans le jury qui venaient d'un peu partout. La thèse est obtenue. Le jury, à l'époque, n'est pas international. Ça se faisait peu. Mais assiste pas au jury en propre les membres du comité européen. Par contre, j'ai dû la soutenir 2 fois. Enfin, en fait, officiellement, je l'ai soutenue 1 fois et officieusement, je l'ai faite une 2e fois devant le consortium européen. Et ça a été une 2e soutenance de thèse. Et vous l'avez fait dans un des pays où vous étiez allé, c'est ça ? Je suis allé la faire à Liverpool parce que c'est l'endroit où je travaillais le plus. Et c'était l'endroit où était le coordinateur du contrat. Mais avec un seul diplôme de thèse de Rennes, de l'université. Ça ne donnait pas 2 doctorats, quoi. Non, puis j'avais pas vraiment besoin de 2 doctorats parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et en plus, déjà, l'université de Liverpool à l'époque me proposait des pistes pour aller travailler chez eux. Donc ils proposaient des postes après, des postes de chercheurs, je suppose. L'université de Liverpool me proposait à l'époque un poste de chercheur chez eux pour faire la continuité de ce que j'avais fait. Sachant que, entre-temps, quand même, j'ai zappé un petit bout, à la suite de ce contrat-là, j'ai une opportunité de prolonger sur un postdoc
quasiment avec les mêmes partenaires, enfin en tout cas Liverpool Central et quelques autres partenaires. Et je commence ce postdoc, et pendant ce postdoc, on me propose effectivement un poste de chercheur à l'université de Liverpool. Et là, à un moment donné, grosse interrogation, je fais quoi? Je reste là-bas, je reviens. Oui. Et pour avoir pas mal travaillé là-bas, je me pose la question de savoir est-ce que je veux vivre là-bas tout le temps? Et est-ce que je veux élever mes enfants là-bas, en fait? Et je m'interroge en me disant, si je les élève là-bas, en fait, mes enfants, ils sont anglais, quoi. Et si un jour je veux revenir, ça devient compliqué. Et puis, et tout le monde me dit, mais tu devrais rester, c'est mieux pour toi, là-bas, il y a un poste, en France, on sait pas. J'ai l'impression, en fait, d'être Napoléon qu'on exile à Sainte-Hélène. Genre, moi, j'ai rien fait, mais on me dit, mais va donc travailler ailleurs. Et je comprends pas, en plus, à cette époque-là, pourquoi on m'impose un peu ça. Et presque parce qu'on me l'impose, j'ai envie de leur dire, bah non, moi j'ai envie de rentrer. Et puis je prends le risque de refuser le poste à Liverpool, en me disant, bah non. En ne sachant pas si vous auriez un poste à Rennes ou en Bretagne, par exemple. Alors, évidemment, j'avais pas ciblé que Rennes comme ville. J'avais pas spécialement envie de rester à Liverpool, mais j'avais pas spécialement prévu de rester sur Rennes. Mais la recherche était quand même la vision. Moi, je voulais faire de l'enseignement et de la recherche. Oui. Je voulais pas être chercheur pur, je voulais faire enseignant-chercheur. J'avais décidé j'avais envie de ne pas faire les deux concours qu'on fait habituellement, à savoir le concours du CNRS ou celui de l'université, en disant c'est les mêmes, parce que pour moi les métiers sont différents. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette dualité de métiers, d'enseignant et de chercheur. Je trouvais que c'était vraiment une clé, ça. À Liverpool, on vous proposait un poste d'enseignant-chercheur ou de chercheur strict? Non, on me proposait un poste d'enseignant-chercheur. D'accord. Donc le rêve a été réalisé. Ouais. Et vous n'avez pas été malheureux? Non. Vous n'avez pas l'air malheureux, hein? Non, ça va. Non, c'est bien la recherche. Les métiers, c'est un peu toujours ça. C'est un peu le coup de chance de la bonne personne au bon moment, au bon endroit, les bonnes relations qui font que c'est pas que de la compétence. En fait, trouver un emploi, on se rend compte que c'est plein de petites choses qui s'associent, qui font que un jour il y a un poste et ça tombe bien, c'est le mien, quoi. Et moi je suis là et on cherche quelqu'un qui fait ce que je fais. Et pourtant, l'université de Rennes n'est pas très favorable au recrutement de personnes qui sont locales, qui ont été formées en local. Moi, j'ai l'avantage d'avoir travaillé quand même sur des réseaux européens. Donc ça tamponne un petit peu l'histoire de c'est pas purement local, mais c'est quand même un petit caillou un peu compliqué sur le recrutement. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir rester. Mais je crois qu'un des messages qu'on peut donner aux jeunes aussi, c'est surtout dans leur parcours estudiantin, mais même après, d'aller vers les autres, de discuter, de ne pas hésiter à prendre des contacts, et pas rester fermé, parce que c'est aussi en connaissant l'autre et l'autre connaissant l'un que les choses peuvent se construire. Si on devait leur donner 2 conseils, pour moi, le premier, le plus important, c'est d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout pas d'aller faire ce qui, aujourd'hui, serait la voie royale, il faut faire les choses comme ça, parce que ça marche pas. Il faut aller vers ce qu'on a envie de faire, et là où on va sentir que cette envie, elle va être communicative. Quand on va faire un entretien d'embauche, quelqu'un qui a envie, ça va se sentir tout de suite. Et donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est le réseau, il est fondamental, quoi. Donc il faut pas se fermer aux autres, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on travaille en équipe, il faut comprendre que tout le monde se connaît, et donc que les bonnes réputations comme les mauvaises se construisent très rapidement, et les mauvaises beaucoup plus rapidement que les bonnes. En fait. Ah oui, comme dit Jean-Louis, quelque part, c'est fini l'époque du chercheur tout seul dans son laboratoire, isolé. Dans beaucoup de disciplines, tout au moins, oui. C'est un travail en équipe, oui. Ouais, oui. Oui. Mais la passion est contagieuse, justement, en étant... Voilà, elle est partagée. Elle est partagée. Hein, c'est encore beau, encore plus beau. Encore plus beau, oui. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Nous sommes avec Ludovic Paquin, chimiste de Rennes, pour l'émission Voyage extraordinaire dans les sciences, une émission donc de Radio Laser relayée par ce web culturel breton Unidivers, et nous parlons donc du chemin qui l'a amené à être enseignant-chercheur à Rennes. Et maintenant, on va parler peut-être un petit peu de l'institut dans lequel les choses se passent, un gros institut, peut-être le plus grand, et puis donc avec, bien entendu, des thèmes extrêmement divers,
qu'on peut peut-être découvrir en partie, même si la richesse est tellement grande qu'on n'aura pas le temps, évidemment, de tout explorer. Je ne vais pas tout détailler, c'est beaucoup trop grand, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai la chance de travailler dans un très gros institut. Alors, je dis que c'est une chance parce que cet institut regroupe l'intégralité de la chimie rennaise, déjà, ce qui permet d'avoir un panel de compétences et de savoir-faire énorme. Aujourd'hui, si on résumait en chiffres, alors je suis pas très fan des chiffres, mais résumons en chiffres rapidement, c'est effectivement le plus gros institut de sciences chimiques de France. C'est un des plus gros instituts d'Europe. On va y trouver, au niveau des chercheurs permanents, on est à plus de 200 personnes. Si on intègre aussi les doctorants et les étudiants en master, on est aux environs de 500 personnes. Donc ça fait déjà quelque chose de très puissant. Et l'intérêt d'avoir quelque chose de gros, parce que c'est pas parce que c'est gros que c'est bien, mais l'intérêt d'avoir quelque chose de gros, c'est d'avoir cette multi-compétence et cette capacité finalement, au bout du couloir, à aller chercher la compétence dont on peut avoir besoin. On a énormément de matériel disponible, énormément de compétences, et ça va balayer des domaines comme les matériaux, la science, la chimie du vivant, la chimie la chimie du verre, la catalyse, la chimie verte, j'en oublie plein en fait. On ne devrait pas faire de liste comme ça, j'en oublie plein. Mais ça va balayer tout ce à quoi on peut penser, quasiment on peut imaginer qu'à l'Institut, il y a au moins une personne qui travaille et qui s'intéresse à ce sujet. Et quel est le lien entre l'université même de Rennes 1 et cet institut ? Alors l'Institut est hébergé par l'Université de Rennes. En fait, c'est même différent. L'Institut fait partie de l'Université de Rennes et a des tutelles associées. Typiquement le CNRS, l'INSA. Donc il y a des chercheurs du CNRS et de l'INSA qui sont hébergés à l'Institut et l'Institut fait partie de l'Université de Rennes. Il faut savoir que l'université, c'est un organisme mixte qui fait à la fois de la recherche et à la fois de l'enseignement. Vous êtes dans quelle branche de ce grand institut ? Alors moi, je suis dans une équipe qui s'appelle Corinthe, qui signifie chimie organique et recherche aux interfaces. Oh là là. Un mot compliqué pour dire bien des choses. En fait, si on devait le résumer simplement, c'est tout ce qui va être, beaucoup de ce qui va être chimie en lien avec le vivant. Alors, chimie en lien avec le vivant, ça peut être la chimie, par exemple, du médicament, chimie médicinale. Ah oui, ça peut être la compréhension de certaines choses qui vont se passer, par exemple, dans la science des aliments. Ça peut être des produits qu'on va... La chimie, le phytosanitaire, tout ça en fait partie. Donc ça va regrouper plein de thématiques. Et moi, au sein de cette équipe-là, mon activité principale aujourd'hui, après être passé par de la synthèse pharmaceutique et du médicament, ce que je fais encore un peu, mais un peu moins, aujourd'hui, c'est le développement de technologies et de techniques pour faire de l'extraction de produits naturels, si possible, la plus respectueuse de l'environnement. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette direction. Quand dans nos premiers échanges, on a entendu le mot solvant. Solvant, je ne sais pas ce que ça évoque dans le grand public, mais pas forcément que des choses positives. Parce que la chimie est confrontée aujourd'hui à un débat, et au cœur d'un débat profond. Donc, essayons peut-être un petit peu de mettre les choses à plat et puis de mieux comprendre à la fois la nature même des travaux, les orientations et puis ce que peut nous réserver le futur peut-être. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la chimie est soumise à un débat d'image fort. C'est vrai que si on fait un micro-trottoir assez rapidement, les mots qui sortent, c'est pollution, explosion. Donc on va essayer de sortir un peu de ça. Par rapport à la chimie, oui, c'est ça. Les mots pollution et explosion sont les premiers mots qui viennent dans la bouche des enfants, ce qui est un peu dommage. Ce qui est clair aujourd'hui, alors si on revient sur la notion de solvant, parce qu'on travaille nous beaucoup sur ce qu'on appelle les solvants, le meilleur solvant qu'on connaisse aujourd'hui, c'est l'eau. Alors pourquoi on appelle ça un solvant ? Le nom même solvant, c'est un liquide qui aura la capacité de solubiliser, de dissoudre des matières premières, quelles qu'elles soient. Alors le solvant de l'eau, par exemple, on l'utilise beaucoup dans notre quotidien, quand on se fait une tisane, du thé. En fait, on extrait des produits naturels. Parmi ces produits naturels, on va extraire des produits qui ont des noms type polyphénol. Par exemple, dans le thé, on a beaucoup de polyphénol. De temps en temps, on entend beaucoup en ce moment parler d'antioxydants. En fait, l'eau, ça va permettre de récupérer ces antioxydants. Donc après, qu'on va pouvoir peut-être ingurgiter si on a fait une tisane intéressante avec des produits intéressants. Donc l'eau, c'est un super solvant. C'est une super matière qui permet de solubiliser plein de choses. Le seul défaut de l'eau, alors déjà, c'est que c'est une ressource, on voit bien aujourd'hui, qui est précieuse et qui pourrait devenir rare. Donc finalement, quand on commence à imaginer sur du tonnage industriel, est-ce qu'utiliser l'eau pour pouvoir aller extraire, c'est une bonne idée ?
ça se discute. Et puis le problème, c'est que c'est tellement exceptionnel comme solvant, c'est que c'est pas du tout sélectif. C'est-à-dire que quand je me fais une tisane, j'emmène plein de choses. Tout ce qui est dans mon... Et d'ailleurs, on le sent bien, si je fais du thé et que je laisse trop infuser, il devient amer. Mais finalement, amer, c'était pas ce que je voulais, moi, quand je voulais faire du thé. Je voulais un truc qui est quelque chose qui ait du goût et un goût intéressant. Si je prends l'eau et que j'attends trop, ou que je la fais trop chauffer, ou que je me mets pas dans les bonnes conditions, je vais aller chercher des choses qui sont pas intéressantes. C'est ce qu'on appelle un solvant non sélectif. Et ce que cherche un industriel, ce que nous, on va chercher dans le laboratoire, c'est au contraire d'avoir les choses les plus sélectives possibles. Pourquoi c'est important d'être sélectif ? Pour éviter tous les effets indésirables qu'on pourrait imaginer. Supposons, je prends une plante naturelle, de la nature, là, je la broie, j'utilise de l'eau pour faire un extrait, et je vais récupérer des molécules d'intérêt, des molécules très intéressantes. Mais avec, j'ai récupéré des molécules extrêmement toxiques. Je vais bien être obligé de trier, parce que si je trie pas, je vais me retrouver avec ces deux espèces ensemble, et ça, c'est pas du tout intéressant. Pour trier, on va devoir faire ce qu'on appelle une purification. Et cette purification, nécessairement, elle a un coût énergétique, un coût au niveau du temps, et un coût au niveau des produits utilisés. Donc, finalement, dans mon histoire de développement durable, je deviens moins intéressant. J'avais de l'eau qui avait l'air d'être intéressante parce que pas très polluante, mais derrière, je vais utiliser plein de choses qui vont l'être. Donc, si je peux trouver un système qui me permette finalement d'économiser l'eau, et en plus d'éviter après d'aller chercher des technologies qui vont devoir m'obliger à trier les molécules, autant, dès le début, trouver une solution qui permette de les trier. Le challenge aujourd'hui, il est un peu là, il est parmi des centaines de molécules présentes au sein d'une plante, de réussir à en prendre le moins possible, et si possible, celles qui nous intéressent. Donc comment vous y prenez alors pour cela ? Tu te rapproches ? Alors comment on s'y prend ? Comment vous y prenez ? Alors comment on s'y prend ? On essaie déjà de déterminer ce qu'on cherche. C'est mieux, hein. Quand on sait ce qu'on va chercher, c'est mieux. Alors après, il y a des fois des projets où on ne sait pas trop ce qu'on va chercher. On a eu des projets, par exemple, de valorisation de coproduits, ça c'est très à la mode en ce moment de dire on a des déchets, par exemple l'agroalimentaire produit des tonnes de déchets, est-ce qu'on ne peut pas récupérer ces déchets ? Je pense aux épluchures, je pense aux résidus de marc de pommes, enfin toutes ces choses-là qu'on n'exploite pas, qui la plupart du temps se retrouvent épandus sur les champs. C'est une valorisation, mais c'est une valorisation faible. On pourrait imaginer avoir un projet en disant essayons de valoriser. Alors là, du coup, on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on se dit on va essayer de valoriser, essayons de trouver quelque chose d'intéressant. Ça, c'est compliqué. Mais c'est des projets qu'on peut faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs types de solvants qu'on va nous fabriquer, sélectionner. Alors, je vais vous expliquer après comment. Et quand on va les sélectionner, on va essayer de faire des tris. En fait, on va faire des paquets de molécules par famille, si possible. Alors, on va imaginer des familles qu'on va dire hydrophobes. Les familles hydrophobes, c'est celles qui n'aiment pas l'eau, qui ont tendance à se solubiliser beaucoup dans l'huile. Alors, sauf que nous, on ne va pas utiliser de l'huile, on va utiliser autre chose, mais on va aller faire une famille de ce côté-là. Puis on va aller faire une famille de ce qui est plutôt dit hydrophile, ce qui aime plutôt l'eau. Déjà, ça fera 2 grandes familles. Et puis ensuite, on va essayer de sous-catégoriser. Dans ces grandes familles, essayer de faire à nouveau du tri. C'est ce qu'on appelle un fractionnement de matière. Et comme ça, je vais me retrouver, au lieu d'avoir 100 molécules complètement, 100 types de molécules complètement mélangées, avec des blocs, des groupes. Et puis dans ces groupes, on va pouvoir tester des propriétés. Alors on pourrait imaginer tester des propriétés pharmaceutiques, des anticancéreux, des anti-Alzheimer, des choses comme ça. Et là, on va faire du screening, c'est-à-dire qu'on va envoyer ces molécules dans des laboratoires spécialisés, ils vont tester, voir si c'est efficace. On pourrait imaginer faire des antioxydants. Alors ça peut marcher pour la cosmétique, pour la pharmacie. Et là, pareil, on va essayer de tester des propriétés avec des systèmes d'analyse spécifiques. Et une fois qu'on aura fait ça, on va peut-être dire, tiens, là, il y a des choses à creuser. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est je cherche spécifiquement. Alors je vais reprendre le cas des polyphénols parce que les polyphénols dans les extraits naturels, c'est énormément recherché. Ça sert en cosmétique, ça sert en pharmacie. Supposons que je cherche des polyphénols, je sais déjà s'ils sont plutôt hydrophiles ou hydrophobes. Et il y a des forces motrices dans les extractions qui vont faire que les molécules, elles ont toujours tendance à s'associer au système qui leur ressemble. C'est-à-dire que plus des molécules vont voir des choses qui sont proches d'elles, plus elles vont se dire « ça a l'air d'être des copains à moi, ça, je vais plutôt aller avec eux ». Donc, je vais me dire, au lieu de rester ici, dans le milieu où je suis bien, peut-être que le milieu qui est à côté, il a l'air d'être intéressant, le solvant a l'air sympa, je vais essayer d'y aller. Et comme ça, je vais pouvoir sélectionner le solvant en essayant d'être le plus proche possible des molécules cibles. C'est une des façons de travail. Alors, ces molécules cibles, elles pourront être utilisées effectivement en tant que médicaments ou dans d'autres circonstances, mais pour qu'elles puissent être utilisées, il faut qu'elles soient, si j'ai compris en tout cas, dans le solvant adapté, c'est ça ? Alors, jusqu'à maintenant, les extraits... Pour être assimilables. Jusqu'à maintenant, les extraits, ce qu'on faisait,
très souvent, c'est qu'on trouvait une solution pour extraire les molécules et on éliminait le solvant. L'idée, c'était, je me suis servi de l'eau. Alors, je vais reprendre le cas de l'eau parce que finalement, ça marche assez bien. J'ai extrait quelque chose avec de l'eau, mais ce que j'ai envie, c'est pas de vous servir une tisane, c'est d'avoir des molécules plutôt à l'état pur. Alors, peut-être pas toutes seules, mais en tout cas, une famille de molécules qui marcherait bien. J'aimerais bien l'avoir en poudre pour pouvoir le mettre après dans ce qui m'intéresse. Du médicament, de la cosméto, tout ça, ça peut marcher. Mais il va falloir retirer le solvant. Et ça, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Et puis un jour, on s'est rendu compte que finalement, retirer le solvant, c'était générer un déchet. Puisque si à un moment donné, je retire de l'eau, ça veut dire qu'il me faut de l'énergie pour retirer l'eau. Et l'eau que je retire est peut-être pas très très propre. En tout cas, je peux peut-être pas la réutiliser tout de suite. Donc finalement, je génère un déchet. Notre réflexion aujourd'hui dans le laboratoire, en tout cas chez nous, c'est de se dire, les solvants qu'on va fabriquer, et déjà on les fabrique, donc il faut du temps pour les fabriquer. Finalement, si on peut les intégrer comme partie active du système, bah, ça serait bénéfique. Donc plutôt que de générer un coproduit, c'est-à-dire un déchet dû au solvant, bah, si on arrive dès le début dans le procédé à intégrer que le solvant, on va le garder à la fin, et que ce que je vais utiliser dans mon produit fini, c'est solvant plus molécule d'intérêt, parce que le solvant en plus sert à quelque chose. Mais bah, le solvant que vous utilisez est un solvant de synthèse, c'est ça? Alors, c'est là où... Vous fabriquez. Ouais. Oui. C'est compliqué à répondre à ça. Alors déjà, on va dissocier le solvant de synthèse du solvant qui ne serait pas de la synthèse. Pour nous, la synthèse organique, c'est de la modification moléculaire. C'est de la création de liaisons chimiques. Ça veut dire que j'ai des systèmes moléculaires. Si je crée une liaison chimique, je fais de la synthèse. Les solvants sur lesquels je travaille, qui s'appellent aujourd'hui, alors ceux sur lesquels je travaille en ce moment, s'appellent des solvants eutectiques. Alors ça fait un mot un peu barbare. Si on devait simplifier, c'est... alors j'ai assisté à une conférence faite par un chercheur qui s'appelle Van der Poort, et il commence sa conférence comme ça en disant « Quand je fais du Morito, je fais du solvant eutectique. » Parce que j'ai mélangé des composés qui vont s'associer ensemble et qui vont générer finalement un système de solvants. Le principe de ces solvants, c'est je prends deux produits qui ont des points de fusion élevés. Ça veut dire quoi, point de fusion? Alors, point de fusion, c'est l'endroit auquel les molécules vont fondre. Donc, je prends par exemple des solides qui vont fondre à 200, 300 degrés. Je les mélange ensemble, et le fait juste de les mélanger, sans réaction chimique, sans création de liaison moléculaire, juste en les mélangeant, je vais les mélanger. Alors, faut les mélanger, c'est pas avec une cuillère, faut les mélanger, faut leur mettre un petit peu d'énergie quand même pour que ça fonctionne. Je vais monter un peu en température, ça va les aider, mais je pourrais les faire à froid, mais c'est beaucoup plus long. Et je vais baisser le point de fusion du mélange. Alors en fait, ça marche avec tous les composés. On prend un composé pur, on lui met une impureté, nécessairement, il va fondre plus bas. Alors sauf que nous, on va passer de très haut à très très bas. C'est-à-dire que les composés qu'on a pris au départ vont avoir des points de fusion, donc le moment où ça va fondre, c'est aux alentours de 200 degrés, et je vais me retrouver avec un solvant qui sera liquide à 12 degrés. Alors, je suis parti de quelque chose de solide à 200 et d'un coup, pouf, dans mon ballon, hop, ça devient liquide. C'est un peu magique quand on regarde. On a mélangé, on a touillé, puis comme si on était monté en température, puis qu'on avait redescendu la température, mais que c'était resté liquide. Et ce solvant-là, je vais pouvoir l'utiliser. Mais c'est pas vraiment un solvant de synthèse dans le sens où j'ai pas créé liaison. Donc on pourrait imaginer d'ailleurs que ce solvant, et c'est une des pistes de recherche qu'on est en train de mener, on pourrait imaginer que ce solvant d'ailleurs il se produise naturellement. Dans les plantes, dans les graines, dans les choses comme ça, où finalement, quand j'ai de l'eau, au départ, toutes ces espèces-là, elles sont mélangées, puis au moment où je vais me retrouver en condition un peu de sécheresse, alors sur les graines, c'est particulièrement vrai, une graine qui va rester pendant des années, alors sèche, si on descend en dessous de 6% d'hydratation, elle meurt, mais on va dire à 6% d'eau, cette graine, elle reste en veille, et à un moment donné, quand on va la remettre dans l'eau, pouf, ça se met à pousser, c'est un peu magique ce truc aussi. On pourrait imaginer que les plantes, elles puissent produire ce type de solvant. Et c'est une de nos idées de recherche aujourd'hui. Et on ne sait pas si elles produisent ce type de solvant, effectivement. J'espère que je le saurai dans 3 ans. On vient de commencer un sujet de thèse sur le sujet. On vient de commencer une thèse sur ce sujet. Oui, mais c'est la découverte, justement. Là, tu ne sais pas, a priori, quelles sont les propriétés qui vont émerger, apparaître. Oui, c'est ça l'intérêt aussi de la recherche. C'est le côté un peu magique des choses, c'est de se dire j'ai une idée en tête et j'ai envie de la creuser. Mais c'est là où les chercheurs, en fait, être chercheur, c'est juste être curieux. C'est j'ai une idée en tête, ça a l'air d'être intéressant, je vais aller creuser et voir si cette idée elle est valable ou pas, quoi. Ce qu'on voit de l'extérieur, enfin ce qu'on peut comprendre de l'extérieur, c'est qu'on a l'impression que la chimie c'est une combinatoire absolument gigantesque.
C'est-à-dire du fait non seulement des composants de base, mais des compositions qui peuvent se faire avec d'autres. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de fin, enfin qui est un univers infini, non ? Alors si on prenait la chimie, on a parlé tout à l'heure de la chimie pharmaceutique qui est mon premier métier, et qui le reste encore aujourd'hui, la chimie de synthèse, de fabrication moléculaire. Pour moi, c'est facile. C'est une boîte de Lego posée sur la table, des briques simples, et avec ça, on joue. C'est quoi la limite ? C'est tant qu'on veut jouer, tant qu'on a envie de créer, on peut tout créer. Alors on peut créer plein de choses. Après la question c'est à quoi ça sert ce qu'on crée, quoi. Le nombre de briques au départ, il est grand, déjà. Alors déjà le nombre de briques initial, il est grand. Il est même très très grand. Pour donner un ordre d'idée, un catalogue de produits chimiques, c'est environ 1000 pages de produits chimiques disponibles. De base, la brique de base, c'est environ 1000 pages avec par page, je dirais qu'il y a peut-être 50 composés par page et ça fait 1000 pages, quoi. Et ça, c'est un catalogue. Il existe plusieurs fournisseurs. Donc les briques de base, elles sont plus ou moins complexes. Alors dans certaines briques de base, on pourrait travailler avec beaucoup moins. Mais comme le chimiste est un peu feignant, en fait, s'il arrive à trouver des choses qui sont déjà préconstruites, des morceaux, des blocs, en se disant tiens, ça c'est déjà fait, je vais le prendre. Et ça me servira pour pouvoir créer quelque chose. Alors des fois, on s'inspire de la nature. Je pense entre autres ce qu'on appelle de l'hémisynthèse. C'est on va prendre des briques qui ont été créées dans la nature, qui sont faciles à extraire. Alors ça peut être de l'eugénol, qu'on va trouver dans le clou de girofle. Et puis de se servir de cette brique-là en disant la nature a déjà bien bossé, prenons cette brique-là, ça nous servira pour la suite. Donc c'est vrai que des fois on va prendre des briques qui sont déjà préconstruites, des blocs préconstruits, mais si on voulait on pourrait partir de briques, sans dire des briques, une seule brique, tout simple, ça serait un peu compliqué, mais on pourrait partir de beaucoup moins de briques, mais il faudrait beaucoup plus de boulot. En partant de toutes ces briques, on peut arriver à des molécules qui peuvent éventuellement être toxiques aussi. Donc, comment on peut éviter ça ? Parce que finalement, on parle aussi d'une chimie verte. 95.9 FM. 95.9 FM. C'est Radio Laser. Radio Laser. Oui, on va pouvoir justement aborder peut-être un petit peu tout ce qui se passe autour de ça, là. Voilà. Et autre chose, peut-être. Tout à fait. Oui. Alors, on a aujourd'hui quand même une rationalisation des, entre autres, si on reprend le cas de la synthèse, avec ces histoires de briques, je vais pas m'amuser à prendre des briques, à les imbriquer ensemble et à me dire, on verra bien ce que ça donne, version un peu chimiste fou dans son garage. C'est pas trop ça l'idée. Déjà parce que il y a tellement de briques et tellement de possibilités que c'est quoi l'intérêt ? Souvent, les étudiants qui viennent visiter le labo nous demandent, est-ce que des fois vous créez des nouvelles molécules ? En fait, oui, tous les matins, quasiment. Mais c'est pas ça trop la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi est-ce qu'on les crée et comment est-ce qu'on a l'idée de créer celle-ci ? Alors aujourd'hui, il y a une vraie réflexion qui est faite avec des partenaires. C'est-à-dire que les chimistes travaillent rarement seuls. On va s'associer à des biologistes. Moi, je travaille beaucoup en lien avec la biologie, avec des physiciens, avec des médecins, des fois avec des mathématiciens. Moi, moins, mais il y a des gens qui travaillent vraiment en lien. Et c'est ces gens-là aussi qui vont nous donner leurs idées. Par exemple, quand je veux faire de la synthèse pharmaceutique, moi, je ne suis pas médecin. Donc, moi, je ne sais pas comment on traite Alzheimer. Par contre, un médecin et un biologiste va savoir comment traiter Alzheimer. Et va dire, aujourd'hui, notre problématique sur Alzheimer, elle est qu'il y a une protéine ici qui vient agir, il faudrait à un moment donné aller secouer la protéine. Ok, d'accord. Pour secouer la protéine, il faudrait qu'on crée des interactions. Donc, il nous faudrait des molécules, et lui, il va prendre un tableau, il va dessiner indirectement la molécule. Il va dire, voilà, la molécule dont je pourrais avoir besoin demain, c'est cette structure-là. Ça, généralement, ça lui prend 5 minutes à la dessiner sur un tableau. Et nous, après, on va essayer de la fabriquer. Ça, généralement, ça nous prend 6 mois. Le delta de durée n'est pas le même. Et le pire, c'est quand on revient, Alors, après, c'est des échanges. On a fait cette molécule qu'il avait imaginée, on va lui envoyer, on va faire des tests sur est-ce qu'effectivement elle interagit bien avec la protéine qu'on avait imaginée au départ, ou est-ce que ça interagit avec... Donc là, c'est un test en laboratoire pur. Alors, c'est du test en laboratoire pur. Ça commence toujours par du test dit in vitro, clairement. Et voire même, des fois, il y a même du test, ce qu'on appelle in silico. Alors, in silico, ça veut dire que c'est du test de modélisation informatique. C'est, on a des modèles, on imagine qu'informatiquement, ça va se passer comme ça, on regarde s'il y a des interactions. Ensuite, on a des modèles qui sont dits in vitro. Là, c'est vraiment sur des boîtes de cellules, des choses comme ça. C'est des cellules de culture, et on va regarder comment ça se passe. Et puis, si vraiment ça marche bien, on passera à des modèles plus proches du in vivo, donc souvent des modèles animaux petits animaux, souvent des modèles souris, c'est des souris, comme ça. Des souris. Alors, on va martyriser un peu les animaux, mais c'est vrai que si on veut traiter Alzheimer, il va falloir prendre une souris qui a Alzheimer, la traiter, regarder si elle a un comportement qui se modifie ou pas.
Et c'est ces échanges. Je vais envoyer mes molécules, le biologiste va faire des essais. Une fois qu'il aura fait ses essais, il va me renvoyer des résultats. Il va me dire oui, alors c'est intéressant, ça ne l'est pas. Il va faire aussi des études de toxicité, pour le coup, en disant la molécule que tu m'as envoyée, elle marche très bien. Elle tue très bien les cellules cancéreuses et les autres. C'est ce qu'on appelle le non sélectif. Alors après, on n'a plus de Alzheimer, mais on est c'est trop fort. Et puis, comme ça, on va jouer et on va faire des allers-retours. Donc ça, c'est sur un exemple de chimie pharmaceutique. Mais en fait, cet exemple, il est valable sur tous les modèles. Quand on a, par exemple, un projet de cosmétique, on va faire des extraits. On va faire des analyses pour voir si c'est efficace ou pas. Et en parallèle, on va faire des études de toxicité. Et comme ça, parce que honnêtement, un chimiste, quand il crée une molécule, à l'œil, même si la structure, il l'a dessinée sur sa feuille avant de la créer, c'est assez difficile de savoir quelles sont ses propriétés finales. D'où l'intérêt, comme il s'était dit tout à l'heure, de ces échanges entre biologistes, mathématiciens, physiciens, etc. Médecins. Un scientifique aujourd'hui qui travaillerait tout seul. C'est-à-dire un médecin qui voudrait soigner quelque chose sans avoir de médicaments pour le faire, c'est compliqué. Donc il va avoir besoin de médicaments. Donc il va devoir s'associer à des pharmaciens, à des biologistes. Le biologiste, lui, son métier, c'est pas de créer des structures. Donc soit il prend dans ce qui a déjà été fabriqué, il y a des bases de données, on a déjà plein de molécules qui ont été faites. Mais supposons qu'il n'y a rien qui lui correspond, il veut quelque chose de particulier, il va venir vers nous et c'est là où les liens vont se faire. Et ça, c'est valable partout. Plus personne, les projets non transversaux n'existent quasiment plus. Être scientifique, c'est dialoguer, ça c'est sûr. La chimie verte, globalement, comment ça a démarré ? Quelle est l'idée derrière ? Globalement, je dirais, de manière générale. Alors de façon très simple, la chimie verte, au départ, c'était une rationalisation des procédés. C'était de dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, sobriété. C'était ça. C'était de dire d'avoir des efficacités moléculaires, du style j'ai une synthèse à faire A plus B donne C. Il fallait qu'on fasse ce qu'on appelait l'économie d'atomes. Là, on était, nous, carrément à l'état atomique où il fallait économiser les atomes pour pas avoir de produits secondaires partout, tout ça. Économiser les solvants, économiser l'énergie, économiser le procédé. Tout ça, c'était la chimie verte. C'était de dire, plus on sera économe sur l'ensemble, mieux ce sera. Voire substituer des produits dangereux. Alors, tout à l'heure, on a parlé en solvant de l'eau. En chimie, on utilise rarement l'eau comme solvant. On va utiliser ce qu'on appelle des solvants dits organiques. Alors les solvants organiques, si on les cite, typiquement toluène, dichlorométhane, des mots qui font tout de suite un peu, genre, j'ai pas spécialement envie d'en prendre au petit déjeuner. Ces solvants-là, effectivement, ont des toxicités environnementales et pour les humains, qui sont potentiellement de faibles à importantes. Et donc, ça a été aussi de dire, est-ce qu'on peut travailler en substituant ces solvants ? Et pendant très longtemps, on a cherché à substituer, à dire, on va remplacer des choses. Ça a été, la chimie verte aussi, la volonté de créer des matériaux dits verts. Mais pour le grand public, la chimie verte, elle évoque aussi tout ce qui va être écologie, tout ce qui va être biodégradable, tout ce qui va être... ça a été un axe aussi, cette réflexion, par exemple, sur les plastiques biodégradables. Et aujourd'hui, des plastiques aussi dits biosourcés. On a longtemps entendu parler, moi je me souviens, d'il y a ça une dizaine d'années, on voulait tous avoir des stylos en maïs. On avait les stylos biodégradables en maïs. Cette biodégradabilité, elle a quand même un côté caché qui est quand même important. Il faut savoir qu'un plastique, c'est ce qu'on appelle un polymère. C'est une très très grande molécule. On pourrait imaginer ça et symboliser ça par un train de plusieurs dizaines de milliers de wagons. Et c'est pour ça que c'est solide et qu'on voit tout ça. Supposons que je me dise, ça va être biodégradable. Je vais prendre des ciseaux moléculaires. Alors ça peut être la lumière, ça peut être la température, ça peut être l'eau, ça peut être, on imagine des choses qui seraient efficaces dans la nature directement. Je vais prendre des ciseaux moléculaires qui vont me permettre de couper entre ces wagons. Le problème, c'est que quand je vais couper, je vais passer de taille de plein de wagons à moins de wagons. Mais je ne vais pas passer à l'état dit moléculaire en tant que je libère du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Ce n'est pas des éléments natifs, je vais libérer des molécules. Et ces molécules, elles vont peut-être devenir invisibles. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir fait une super acte écologique. J'avais un sac plastique que je voyais, je l'ai mis dans la rivière et je ne le vois plus. Donc je suis content. Mais ce n'est pas parce que je ne le vois plus qu'il n'est pas là sous une autre forme. Et cette autre forme, elle pourrait être presque plus nocive, parce que finalement, un sac plastique, tant qu'il n'est pas dégradé en microparticules, pour le poisson, c'est rare. Alors, sur les tortues, tout ça, c'est encore autre chose, mais sur les poissons, il voit le sac plastique, c'est moche, ça me pollue mon environnement, mais lui, il n'a pas d'impact avec la nature. Alors que quand il va disparaître, il va générer des molécules plus petites qui, elles, vont certainement être solubles dans le milieu naturel, et là, pour le coup, être consommées par le poisson, et peut-être que c'est pas une bonne piste. Alors, je dis pas que le biodégradable, c'est une mauvaise idée. Je dis, il faut faire attention, juste, de savoir en quoi ça se biodégrade. Parce que la vraie question, c'est biodégradable, très bien,
en quoi, c'est devenu quoi. Et on arrive à savoir en quoi ça se dégrade. Bien sûr, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur le biodégradable sont dans la réflexion de qu'est-ce que ça va devenir et qu'est-ce que je vais avoir dans la biodégradation, est-ce que c'est sain ou pas. On n'est plus du tout à l'étape de je le vois plus, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il fallait intégrer cette partie-là, de dire attention, c'est pas parce que je ne le vois pas que les choses ne sont plus là. Donc ça, c'était le premier point. Il y a eu une vraie réflexion aussi sur les origines et les fabrications. Sur la chimie verte, c'est aussi la gestion ce qu'on avait appelé le procédé. Donc c'est tout ce qui va inclure la fabrication des choses. Quand on dit voilà, on a du plastique, on pense toujours au plastique polluant en lui-même, mais la question c'est quand on l'a fabriqué, qu'est-ce qu'il a généré lui, comme produit secondaire, comme utilisation de solvants, toutes ces choses-là. Il y a une vraie orientation aujourd'hui sur la chimie qui est à peu près la même que celle des autres domaines, qui est de dire le meilleur déchet, ce sera l'absence de déchets. Et c'est pour ça, je parlais tout à l'heure d'essayer de maintenir les solvants à l'intérieur des extraits en se disant finalement si ça devient plus un déchet, c'est quand même mieux que... Parce que traiter un déchet, ça sera toujours un coût énergétique. Et on sait aujourd'hui que des fois, certains traitements de déchets sont... Alors, ça a un impact sociétal important, c'est-à-dire on retraite les déchets, mais il faut être vigilant parce que des fois, le retraitement de déchets est plus énergivore que finalement de reproduire autre chose, quoi. C'était ce qu'on a eu pendant très longtemps avec le papier recyclable, où le papier recyclé était plus consommateur de produits chimiques que le papier non recyclé. Donc ça n'avait pas de sens, quoi. Alors en chimie, il y a aussi un panorama de recherche publique, mais aussi un panorama de recherche privée qui est très puissant. Je suppose que vous avez des collaborations entre ces deux mondes. Il y a des exemples forts qui pourraient être trouvés de réussite ou d'échec même. Je vais prendre un exemple du laboratoire, c'est ce que je connais le mieux. Je vais prendre de mon laboratoire du coup. Nous on travaille beaucoup en partenariat avec les industriels. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une vision d'application. Alors il faut pas faire que ça, parce que si on ne fait que de l'application, ça veut dire qu'on ne fait plus de fondamental et on fait la recherche de demain, mais par contre celle d'après-demain on ne saura pas la faire. Donc il faut être vigilant sur garder un équilibre. Pour peu qu'on travaille avec des industriels qui soient cohérents et pertinents avec ce qu'ils veulent faire, souvent ils vont participer à des développements qui vont être des développements appliqués, mais laisser au laboratoire toute une souplesse sur le développement très fondamentaux. Ah bon ? Ouais. Et ça marche assez bien. Là, on a le cas d'une jeune fille qui était en thèse chez nous il y a encore quelques mois, on va bientôt pouvoir compter ça en années, qui a fait une thèse en partenariat avec un industriel, c'est ce qu'on appelle une thèse CIFRE, portée par un industriel, financée par un industriel, à travers un contrat industriel. Alors, il ne faudrait pas imaginer que c'est l'industriel a acheté le labo et que, du coup, on travaille pour lui. C'est pas du tout ça l'idée. C'est de dire, on a des points communs et des points de synergie qui vont être centraux, et on va essayer chacun d'apporter des choses. Donc, l'industriel va apporter là, entre autres, il a apporté sa connaissance sur les algues, sur de la cosmétique, sur un certain nombre d'objectifs. Nous, on a apporté notre compétence sur les développements de nouveaux solvants, le développement des procédés d'extraction. Et l'idée, c'était de fabriquer des nouveaux extraits pour lui, qui lui permettront à lui de développer des choses. Et nous, ce qu'on en retire, c'est des compétences acquises au cours de ces travaux sur de la science fondamentale. Donc, c'est vraiment un équilibre donnant-donnant qui permet à l'industriel d'avancer sa R&D et qui nous permet à nous de pouvoir travailler dans le cadre d'une thèse à avancer la science fondamentale et la compréhension de nos solvants. Résultat, pour moi, c'est extrêmement positif. On a... Je crois qu'on doit être à 5 publications sur le sujet, ce qui est tout à fait honorable sur une thèse purement industrielle, sachant que l'industriel aurait pu dire lui, il n'y gagne pas grand-chose sur la publication. Donc on a 5 publications de sciences fondamentales sur le sujet. On a une personne qui, à la sortie de sa thèse, est recrutée par l'entreprise comme responsable recherche et innovation. Qui peut ouvrir de nouvelles collaborations. J'espère bien qu'elle va nous ouvrir de nouvelles collaborations, mais surtout qui va à un moment donné permettre de se dire l'université a formé quelqu'un, a donné de son temps, de son argent à quelqu'un qui va à la fois continuer de la recherche et puis surtout continuer de la recherche en France. Elle n'est pas partie à l'étranger, elle va travailler dans une entreprise qui s'avère en plus être une entreprise bretonne, donc pour la région qui finance beaucoup l'université, ça tombe bien. Donc pour moi c'est un échange réussi. Je me rappelle d'une publicité d'un grand laboratoire pharmaceutique il y a quelques années qui disait nous avons des chercheurs qui trouvent. Et en bref, cette démarche est essentielle pour
pour l'industriel, mais elle l'est aussi pour le chercheur public, enfin dans le domaine de la recherche publique. Oui. 95.9 FM. 95.9 FM. C'est Radio Laser. Radio Laser. Nous sommes depuis quelques minutes maintenant avec Ludovic Paquin, qui est un chimiste de l'université de Rennes et qui nous raconte ce qu'il fait en recherche. L'émission est évidemment sur Radio Laser, est diffusée par Radio Laser, et elle sera relayée par le Web culturel breton Unidiver. Alors, nous avons abordé beaucoup de sujets maintenant. Juste une petite question peut-être sur l'industrie bretonne, parce qu'on terminait là juste sur un partenariat que vous avez. Ce sont essentiellement des PME en Bretagne, je dirais. Alors, il y a effectivement un réseau économique de PME qui est très solide et qui est fortement marqué. C'est sûr que si on parle chimie, on imagine plus chimie sur le couloir rhodanien que sur le fin fond de la Bretagne. Maintenant, il y a quand même des entreprises qui font de la chimie. Alors, c'est pas obligatoirement de la chimie identifiée comme industrie lourde de chimie, mais l'exemple que je prenais il y a quelques minutes sur le projet de thèse, ce projet de thèse, c'est avec une industrie bretonne, pas du tout orientée sur de la chimie, mais qui, à un moment donné, a besoin de chimistes. Donc, on va avoir des industries agroalimentaires qui vont recruter, on va avoir des industries de la cosmétique, de l'extraction, et du coup, ça fait un panel intéressant. Après, il existe quand même des groupes un peu plus gros que les PME, surtout dans l'industrie agroalimentaire, mais je pense entre autres, hors industrie agroalimentaire, le groupe Roulier, c'est pas quand même le plus petit groupe qu'on puisse envisager. Donc, il y a quand même un tissu économique solide sur la Bretagne. Après, nos partenariats, on ne les localise pas uniquement en Bretagne non plus. Oh oui, c'est le cas dans beaucoup de disciplines maintenant. Les réseaux se sont élargis considérablement les réseaux, du point de vue partenariat en France, mais en Europe aussi, et même au-delà. Alors, on aimerait bien parler quand même d'un sujet. Peut-être Bernard, tu as une question avant de... J'aurais posé des petites questions par rapport aux chercheurs. Des petites, on n'aura pas le temps. Il faut qu'on aborde un grand sujet derrière. C'est-à-dire tout d'abord... quel est votre plus beau souvenir en recherche et quel message vous auriez à transmettre à nos auditeurs, jeunes et moins jeunes, et donner envie à nos jeunes de se lancer dans la recherche? Ça fait 3 questions et c'est tout. Alors, merci. Le plus beau souvenir, c'est compliqué comme question. Oui, le plus beau souvenir, il y en a plein, parce que un étudiant qui... Alors, sur la partie enseignement, c'est un étudiant qui vient me voir à la fin de mon cours et qui me dit c'était super. Moi, ça me suffit. Ça, c'est bien déjà. Ça veut dire qu'on a bien fait son travail. Quand à un moment donné, mes anciens étudiants de thèse reviennent en me disant j'ai du travail et j'ai l'impression d'avoir appris des choses. Ça, ce sont des bons souvenirs. Je crois que ça, c'est un souvenir de recherche important. Ce côté, on a eu des moments qui peuvent être difficiles pendant les thèses. Ça peut être des moments de recherche compliqués et qu'à un moment donné, derrière, on sent que ça a été utile, entre autres utile à la transmission, utile à la poursuite derrière de la recherche. Et puis, moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui marche ou qui marche pas, je suis content. Alors, tous les matins, je suis content. D'ailleurs, ça les désespère un peu, parce que quand ça marche pas, je dis c'est super. Ils me disent mais pourquoi? Je dis parce qu'un truc qui marche pas, il y a plus de choses à comprendre que sur un truc qui marche. Donc, les résultats qui fonctionnent pas sont presque ceux que je préfère. Et alors, quel message vous aimeriez passer à nos auditeurs, par exemple? Moi, je crois qu'on fait... Enfin, en tout cas, moi, je suis sûr de faire un métier incroyable. Tous les matins, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma journée. J'ai des choses tout le temps différentes. Je rencontre des étudiants qui ont envie. On dit toujours que les étudiants d'aujourd'hui sont moins bons que ceux d'avant. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'ils savent faire plein de choses. Ils ont plein d'envie. Ils sont extrêmement volontaires. Alors, pas tous, mais ça a toujours été. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas une nouvelle, quoi. Donc, oui, il y en a qui n'ont pas envie. Ceux qui n'ont pas envie, c'est parce qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où ils sont censés être. Mais ceux qui ont envie, ils sont incroyables. Et moi, je donnerais qu'un conseil aux étudiants, c'est aller faire ce que vous aimez et arrêter d'écouter le truc de l'avoir royal, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Venez nous voir au salon de l'étudiant, mais posez pas la question de savoir ce que sera le métier dans 5 ans. J'en sais rien, je sais déjà pas ce qui sera demain, moi. Donc personne ne peut savoir ce qu'on fera dans 5 ans. Donc allez faire ce qui vous plaît. Salon de l'étudiant, mais aussi les portes ouvertes des laboratoires. Le salon de l'étudiant, Studiramal, portes ouvertes de laboratoire, les portes ouvertes de l'ISR, les portes ouvertes de l'université. Tout ça, c'est des endroits où on peut nous rencontrer. Mais
Si vous avez envie de rencontrer des chercheurs, envoyez des mails. Vous allez sur le site de l'ISR, vous allez voir, il y en a plein des chercheurs. Prenez contact. Prenez contact. N'hésitez pas. Essentiel, tout à fait. Ouais. Alors, on va aborder maintenant le dernier chapitre, mais justement qui est en lien direct avec ce qu'on vient de dire, puisqu'il s'agit de se tourner vers les écoles. Vous êtes impliqué et très fortement, je crois, dans ce qu'on appelle les maisons de la science, qui sont réparties sur tout le territoire et qui ont un lien aussi avec une initiative, mais vous allez nous l'expliquer, de Georges Charpak, qui était la main à la pâte. Ces maisons de la science, par contre, ne sont pas tournées comme la main à la pâte vers les enfants directement ou les lycéens, mais plus vers les enseignants, mais peu importe, je dirais, c'est des choses qui sont complètement complémentaires. La situation déjà de ces maisons de la science. Qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau ? Alors, les maisons pour la science, c'est un réseau régional. Donc, il y en a dans toutes les régions. Il y a une maison pour la science Bretagne, c'est plutôt celle dont je fais partie. Mais dans toutes les régions, il y a une maison pour la science. L'objectif de cette maison pour la science, c'est de participer à la formation et d'accompagner les enseignants, alors au départ plutôt primaire, collège, à de la démarche scientifique. L'objectif étant tout simplement de dire, aujourd'hui, vous avez des formations à faire à destination de vos élèves sur... Là, on parlait magnétisme, sur du magnétisme, ça peut être sur de la chimie, ça peut être sur de l'optique, mais en même temps, votre formation, c'était peut-être il y a 20 ans, et puis peut-être que quand vous étiez en formation, vous aviez fait lettres modernes ou histoire géo. Et du coup, forcément, quand on vous demande de faire une démarche d'investigation avec des élèves, peut-être c'est un peu compliqué, ou peut-être que vous n'avez pas les idées, ou peut-être que vous n'osez pas. L'idée de la Maison pour la Science, c'est de dire, on va mettre en place des formations thématiques sur des journées, et les enseignants vont venir se former une journée avec nous. Alors on leur fait des visites de laboratoire, on leur fait des ateliers, on fait la journée... Ils viennent au laboratoire. Ils viennent au laboratoire. C'est toujours adossé avec une visite de laboratoire, des fois du lien industriel. Là on en a fait une il n'y a pas très longtemps, par exemple, ce qui était du pinceau à l'éprouvette, je crois qu'elle s'appelait, version de le milieu de l'art et le milieu de la chimie, comment ça se rencontre et à quel moment est-ce que ça se rencontre. Et on avait avec nous une personne qui fait de la restauration d'art. On est allé voir le musée Mathurin-Méheux qui se trouve sur l'université pour voir justement sur la restauration comment ça se passe et le lien avec la chimie et tout ce qu'il peut y avoir derrière. L'idée, c'est de donner des clés. C'est pas de faire à la place, c'est vraiment de donner des clés à un enseignant pour qu'il puisse, dans sa classe, aller parler de science en se sentant à l'aise, en ayant les outils pour le faire et d'aider en fait, tout simplement, en se disant voilà, nous on a des savoir-faire, vous avez des besoins, on va essayer d'y répondre. On a ouvert aujourd'hui un peu plus au lycée. Alors sur le lycée, c'est plus pour le coup, sur la formation tout au long de la vie, en disant quelqu'un qui a fait du lycée et qui fait une classe de sciences, c'est quelqu'un qui est passé par des études scientifiques. Par contre, peut-être que ça fait 20 ans. Et puis peut-être que ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'était pas son cœur de recherche, c'était pas son histoire principale. Et il a peut-être envie d'avoir des clés aussi pour accompagner ça. Là, on a fait par exemple une thématique il n'y a pas très longtemps sur l'énergie. Et là, on avait des enseignants de biologie, de technologie et de physique-chimie de lycée qui sont venus pour voir. Et on leur a fait, entre autres, visiter une start-up qui bosse sur l'énergie au niveau du campus de Beaulieu. L'idée, c'est vraiment d'accompagner sur de la formation parce que cette formation, c'est le début de l'éveil à la curiosité des élèves. On a parlé tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut aller vers les enfants, pourquoi est-ce qu'on y va. Donc l'ISR est très impliqué dans cette démarche de vulgarisation et diffusion. J'aime pas trop le mot vulgariser, je préfère le mot diffusion, médiation scientifique. L'ISR a vraiment une volonté de se tourner vers l'extérieur, de se tourner beaucoup vers les jeunes, et on accueille énormément de scolaires. Donc il y a des enseignants qui ont envie de venir visiter l'ISR, il suffit de me contacter. Moi, je me débrouillerai pour leur organiser une visite. Mais on va aussi sur, alors évidemment les trucs genre fête de la science, les choses comme ça, mais à la demande d'enseignants, on va aussi dans des établissements scolaires pour faire sortir des chercheurs sur des thèmes spécifiques. Parce que, alors on m'a demandé un jour pourquoi je le faisais. Si c'était pour éveiller des vocations. Alors quand je me déplace dans une école primaire, c'est clairement pas pour éveiller des vocations, mais c'est pour éveiller de la curiosité, c'est pour montrer qu'à un moment donné, tout le monde peut faire de la science sans être obligatoirement un scientifique avec un prix Nobel. C'est-à-dire que tout le monde peut, par du questionnement, déjà s'interroger sur ce qui l'entoure. Rester curieux. Et ça me semble extrêmement important. Donc en fait, moi, mon seul objectif, c'est d'éveiller la curiosité.
Et puis, si on peut aussi casser un peu cette image d'une chimie qui serait nécessairement nocive et en opposition d'une naturalité, c'est ce qu'on met souvent en opposition, naturel et chimie. Si on pouvait à un moment donné comprendre que la chimie, en fait, c'est lié aussi à ce qu'on appelle la biochimie et que l'ensemble forme justement un tout et qu'on ne peut pas se faire abstraction de ce tout-là, on aura déjà gagné quelque chose. Donc c'est important d'en parler aux enfants. Et vous avez une grande visibilité par rapport aux établissements primaires, secondaires. Comment les choses se passent? Au vu du nombre de demandes que je reçois sur mon bureau, je dirais qu'on a de la lisibilité. Après, grande, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont envie, ils savent où nous trouver. C'est important. Mais ça correspond à... On peut avoir une idée, par exemple, du nombre de scolaires qui viennent visiter l'ISCR? Non, du nombre d'intervenants de votre côté impliqués? Oui. Est-ce que c'est... Si je prends la demande de Marc Fourmiguet, qui est notre directeur d'institut, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Bon, dans la vraie vie, on est un peu moins que tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont un peu moins envie d'aller vers ces actions-là et ça peut s'entendre. Tout le monde n'est pas à l'aise. Tout le monde n'a pas les qualités non plus pour le faire. Tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire. Tout le monde n'a pas cette envie. Vous êtes 200, je crois, c'est ça. Ouais. On va dire qu'on a quand même un vivier d'une bonne 50aine de personnes. Ah oui. Normalement, puis si je demande bien, gentiment, normalement, on doit pouvoir répondre. La volonté de l'ISCR, c'est de dire à chaque demande, on répondra oui. Le jour où on en aura trop, on avisera. Mais pour l'instant, on est suffisamment nombreux pour que, normalement, à chaque demande, on répond oui. Puisque nous sommes à Guichen, on peut inciter les écoles primaires et le collège à contacter... Vous avez un enseignant-chercheur qui habite juste à côté d'ici, qui se fera un plaisir d'intervenir dans les écoles. Ah bah, en plus, c'est quelqu'un qui intervient énormément. Donc... Super. Oui, alors ma question, elle était plus générale que ça, c'est-à-dire en dehors de la chimie, les maisons pour la science couvrent d'autres champs en même temps, la physique, tout champ disciplinaire scientifique, biologie, physique, géologie, mathématiques. La totalité de ces intervenants bénévoles, alors, représente des chiffres considérables. Sur la France ? Non, déjà sur la région Bretagne. Alors, il faut savoir qu'il y a des correspondants déjà. Par Maison pour la Science, il y a des correspondants. Par exemple, on se partage, on est correspondant en chimie avec Patrick Beauchat, qui est juste à côté, qui habite là. Le mari de la pharmacienne. Voilà. Et on se partage, nous, la partie correspondant chimie de la Maison pour la Science Bretagne. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons faire toutes les formations. On peut très bien aller demander à des gens de faire des interventions. Mais on fait aussi des interventions. Je dirais que pour la chimie, sur la Maison pour la Science Bretagne, on doit être peut-être 3-4 intervenants. C'est pas énorme. Mais ça va permettre de proposer 5-6 formations sur l'année. Et comme il va y avoir 5-6 formations de chimie, 5-6 formations de mathématiques, 5-6 formations de biologie et de physique, et au final, ça fait un certain nombre de formations. Mais on est toujours demandeur de bonne volonté. Les parrainages sont l'Académie des sciences. Vous avez aussi des financements qui viennent. Typiquement, là, on a eu des financements de la Maison de la Chimie, donc qui a financé les formations de la chimie. On a, dans certains cas, certains soutiens d'industriels qui trouvent que c'est des partenariats intéressants, de se dire, je veux soutenir les démarches scientifiques parce que je trouve que c'est important pour nos établissements scolaires d'avoir des formations de qualité pour nos enseignants. Donc, et on est toujours preneur de tout. La Fondation Renin est partenaire. Mais Laurence Fontaine serait là, elle en parlerait largement mieux que moi. C'est la directrice de la Maison pour la Science et elle est toujours à l'affût de tout ce qui peut, à un moment donné, aider à solidifier ce réseau de Maisons pour la Science. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup. On affichera quelques liens dans les documents sur Radio Laser et sur Unidiver. On arrive au bout de l'émission. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous auriez envie d'adresser à nos auditeurs et nos auditrices, jeunes comme anciens? Alors j'en ai deux en fait. Le premier, ça serait d'imaginer que la chimie n'a pas pour vocation de faire du mal aux gens et d'arrêter de penser que la chimie est quelque chose de nocif obligatoirement. Ça a été certainement très mal fait pendant des années. En tout cas très mal, on a certainement très mal communiqué, mais il y a plein de choses qui sont extrêmement positives. Et il y a des facettes quand même de la chimie qui sont très très positives et qui permettront certainement de trouver des solutions sur certains points clés de société qu'on a aujourd'hui. Et puis le deuxième, c'est soyez curieux. Soyez curieux. Alors je crois que Bernard et moi, on doit pouvoir adopter le même slogan. Parce que je crois que ça a dû être une partie de notre vie aussi. Restez curieux, passionné, toujours.
Et ça, c'est une qualité aussi. On parlait des élèves du secondaire ou du primaire. Très souvent, des enfants de 6e, quand j'étais étudiant, je gagnais un peu ma vie en étant enseignant en SVT, mais des enfants me disaient, mais pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la cerise est rouge? Pourquoi? Comment? Ça, c'est la curiosité. Et je crois que quelque part, être chercheur, c'est rester quelque part un peu enfant, entre guillemets, en tout cas curieux. Oui. C'est être curieux. Faut être curieux de ce qui nous entoure, faut être curieux de ce qu'on nous dit, faut être curieux en général. Voilà. C'est vraiment une clé, quoi. Voilà. On n'a pas besoin d'être un grand chercheur pour être curieux. Non. Curieux des gens aussi. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Ludovic. Merci Bernard de m'avoir accompagné dans cette première émission de la saison 2022-2023. Ah oui, c'est la première. Donc, rendez-vous bientôt pour une autre émission qui sera sur l'océanographie. Ah oui, tu le dis déjà. À bientôt. À bientôt, au revoir.